Alors, encore une fois, merci à tout le monde d'être ici ce soir. Monsieur Anctil, j'ai envie de commencer avec vous ce soir. D'abord, j'ai envie de vous entendre un peu sur, oui, ce champ d'expertise et aussi les changements climatiques. Fondamentalement, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on mesure? Quels sont aussi les différents exemples qu'on peut donner à plusieurs échelles aussi? Merci beaucoup. D'abord, les changements climatiques, on fait référence à un changement de température qui est dû à un déséquilibre énergétique là, qui est causé par les gaz à effet de serre. Ce changement de température-là se répercute en fait sur l'ensemble du climat. Puis à l'intérieur du climat, il n'y a pas uniquement la température, mais il y a d'autres variables, dont moi, par exemple, je vais m'intéresser beaucoup aux précipitations parce que je travaille sur le régime hydrologique des cours d'eau. En modélisation et en observation. Par exemple, on a beaucoup entendu parler là, des inondations ce printemps, le printemps 2017. C'est sûr que ça nous interpelle en tant qu'événement qui est lié au changement climatique. En réponse simple, ça devient très difficile maintenant de distinguer. On nous pose souvent la question, est-ce que cet événement-là est dû au changement climatique ou pas? Puis ça devient très difficile de distinguer. Et de dire qu'à 100 c'est tel ou tel cas. Oui, parce que maintenant, notre climat il a changé. La température au Québec a déjà changé d'à peu près 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, tous les processus ont changé, puis ça va en accélérant. Donc, les inondations, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Il y a une prévalence qui est liée. Le changement climatique vient influencer ces choses-là. Mais on va regarder aussi l'ensemble du comportement de la rivière, pas uniquement la crue. Puis ce qui est moins connu, puis parce qu'on n'a pas eu d'événements récents majeurs, c'est qu'on s'attend qu'il y ait beaucoup moins d'eau dans les rivières au courant de l'été, qu'il y ait davantage ce qu'on appelle des étiages, des périodes de bas niveau dans les rivières. Quelque chose qu'on n'est pas tellement habitué de gérer. Ça paraît surprenant d'entendre ça aussi aujourd'hui. Bien, c'est que c'est lié d'abord au changement de température. Ça augmente les potentiels d'évaporation, mais à la base, pendant tout l'été, les plantes consomment beaucoup d'eau. Puis, mais avec les changements climatiques, il y a une potentialité d'un accroissement de la consommation d'eau par les plantes également. Donc, il y a cette possibilité qu'on s'attend à avoir à gérer nos étés. La disponibilité en eau pour les villes, la disponibilité en eau pour les industries, on va être obligé d'apprendre tranquillement à gérer ça autrement que ce qu'on fait présentement. Là, c'est un enjeu qui devient encore plus global à ce moment-là, bien sûr, lorsqu'on parle d'alimentation en eau potable, par exemple. Exactement. Monsieur Anctil, merci beaucoup. Madame Barrette, maintenant, j'ai envie de vous entendre aussi à votre tour sur votre champ d'expertise. Qu'est-ce que ça signifie dans votre secteur, les changements climatiques? Comment on les mesure? Comment on attribue aussi l'activité humaine? À quel point l'activité humaine peut avoir une influence ou non dans ces changements climatiques? Oui, bien moi, je m'intéresse justement beaucoup au suivi des paramètres environnementaux, surtout dans ce contexte des changements climatiques. Et puis, effectivement, comment on procède pour attribuer la portion, parce que souvent, même les climato-sceptiques vont dire, ben OK, je suis d'accord, les changements climatiques, ça existe, sauf que c'est plus naturel que d'origine humaine. Parce qu'on dit que ça a toujours existé, les changements climatiques. C'est ce qui revient dans l'argumentaire. C'est un fait observable et observé, effectivement, ça a toujours changé, sauf qu'il faut se projeter à ce moment-là à la bonne échelle temporelle. C'est-à-dire que, dans le fond, on considère que l'être humain est en train de, disons, envoyer suffisamment de gaz à effet de serre, modifier suffisamment la surface climatique depuis peut-être 200 ans. Soyons généreux, disons 200 ans. Mais sauf que les paramètres qui peuvent jouer sur 200 ans, les paramètres naturels sont très limités. On parle de l'activité solaire, on parle du volcanisme, mais le volcanisme, ça a un effet quand même de courte durée quand ça se produit, puis ça a plutôt un effet effectivement de refroidissement. Mais par contre, comment on fait pour déterminer l'un et l'autre, c'est qu'on va utiliser des outils hyper sophistiqués qui sont les modèles numériques du climat. Puis là, on va faire des simulations. On va dire, OK, le but, dans le fond, c'est de reproduire le climat passé. Dans le fond, on a plein de données sur le climat passé. Essayons de le reproduire. On fait une première simulation, on essaye en mettant uniquement les paramètres naturels, on regarde ce que ça donne. On fait une deuxième simulation en mettant uniquement les paramètres, disons, d'origine anthropique, donc liés à nos émissions, entre autres. Et on regarde ce que ça donne. Et vous allez comprendre, évidemment, que la troisième simulation, on met les deux. Et celle qui donne les meilleurs résultats, c'est la dernière. Et après ça, on pousse ça encore plus loin. On fait ce qu'on appelle une quantification de ces différents forçages-là. Et ça, on donne ça dans des unités qui peuvent être un petit peu abstraites, là, des watts par mètre carré, mais pensez à des ampoules 100 watts, la chaleur que ça dégage, tout ça. Bien, on quantifie ça de cette façon-là et on arrive au résultat que finalement,
proportionnellement, c'est beaucoup plus les facteurs anthropiques qui jouent vraiment dans la modification du climat sur les 200 ans. Parce que pour le commun des mortels, dont je fais partie, bien entendu, Oui. ça paraît un peu abstrait parfois, Oui, tous ces oui, oui. concepts-là aussi. Tout à fait. Mais sinon, si on dit oui, mais le climat a toujours changé, il y a eu une glaciation, tout ça, mais là, on est dans des paramètres astronomiques, sauf que ça joue sur des échelles géologiques. Là, on parle de 200 ans, là. On parle de phénomènes sur une courte échelle de temps. C'est rien, 200 ans pour le climat. Madame Barrette, ça met la table pour la suite des choses. Merci beaucoup. Monsieur Boiral, je le disais plus tôt, évidemment, professeur au département de management. On parlait de cette diversité de ce plateau ce soir. Vous en êtes l'exemple. À quel point le monde du management et de l'entreprise aussi est affecté par ces changements climatiques-là? Ça ne paraît pas naturel, d'abord, cette relation. Absolument. Les entreprises jouent évidemment un rôle très important. Elles sont affectées évidemment par les changements climatiques à différents niveaux, mais il faut comprendre qu'elles représentent 30% à peu près au Québec des émissions, puis ça a diminué de 30% au cours des 20-30 dernières années. Alors je ne veux pas avoir l'air de défendre les entreprises ou d'être leur porte-parole. Sinon, j'aurais l'impression d'être un peu comme un mouton qu'on invite à un méchoui ici. Et ce n'est pas le cas du tout. Alors, il faut le préciser. Merci, ça me rassure. Et donc, je pense que pour les entreprises, c'est avant tout des opportunités et des menaces, finalement. Il y a une dizaine d'années, il y a un économiste, Stern, qui avait évalué que les changements climatiques, finalement, ça pouvait représenter 5% du produit intérieur brut en termes d'impact dans les années à venir, et que par contre, que ça allait coûter à peu près 1% du produit intérieur brut pour y faire face. C'est une approximation, il est revenu sur ces chiffres en disant que c'était très simplificateur, mais ça montre qu'il y a des enjeux financiers énormes, et souvent, c'est à la fois des opportunités et des menaces. Prenez le cas d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, il y a des menaces associées à des événements extrêmes, des épisodes de verglas, etc. Il y a des opportunités parce qu'il y a des villes comme New York ou des États comme le Massachusetts qui veulent s'approvisionner en énergie propre. Et donc, c'est des contrats importants. Donc, c'est à la fois des menaces, des opportunités. Ça dépend des secteurs. Évidemment, ça dépend des entreprises. Ce n'est pas monolithique. Il est difficile de généraliser à ce niveau-là. Vous avez entendu les propos de M. Anctil un peu plus tôt. M. de Boiral, vous comprenez bien sûr le thème ce soir de cette soirée. On dit les changements climatiques, sacrifice ou opportunité. L'un n'exclut pas l'autre. On va explorer la chose encore davantage tout à l'heure. Madame Campagnard, dans votre champ d'expertise, pour vous, qu'est-ce que ça signifie, les changements climatiques? Quel est l'impact? Et encore une fois, comment sont-ils mesurés? Les impacts au niveau de la santé, c'est souvent ce qui touche le plus les gens. C'est ce qu'on voit le plus. Si on prend, comme disait François tout à l'heure, je vais tutoyer, ça amène le réchauffement des températures moyennes, mais aussi des extrêmes qui sont plus fréquents et plus intenses. Et parmi ces extrêmes-là, on a les vagues de chaleur. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les vagues de chaleur, on l'a vécu en 2018, on l'a vécu en 2010 au Québec. C'est des centaines de morts qu'on peut calculer de plus, parce qu'on compare ça avec la mortalité normale à la même saison, à la même semaine, les 10 années précédentes. Fait qu'on arrive à faire des moyennes de mortalité. Et là, pour les 3 jours, 4 jours qui viennent avec une vague de chaleur, on est capable, a posteriori, de dire « Wow, on a 100 morts de plus en 3 jours qu'habituellement, juste dans 2 régions, par exemple, géographiques. » administrative du Alors, Québec. clairement, il y a un facteur qui est influent. Il y a un facteur qui est influent. Puis là, encore une fois, est-ce que cette vague de chaleur-là est causée par les changements climatiques? On ne peut pas dire, mais c'est le fait qu'on en a de plus en plus, on en prévoit de plus en plus, ils vont être encore plus fréquentes. Fait que juste pour la chaleur, on peut facilement, juste dans la région de Québec, savoir que d'ici 2050, au lieu d'avoir une grosse vague de chaleur par 2-3 ans, bien, on va en avoir à peu près 4 par année. Fait que ça donne une idée de l'amplification du phénomène causé par cette pression-là que amènent les changements climatiques sur des phénomènes qui existent déjà. Et est-ce que ça fait partie de la planification de nos instances gouvernementales? Est-ce que déjà on réfléchit à ce que vous évoquez aujourd'hui? Absolument. Puis c'est pour ça que la recherche nous amène à, voir c'est quoi les impacts en tout cas dans mon domaine, dans la santé, sur la santé des gens, la santé de la population. Puis 2, identifier c'est qui ça touche en premier, les personnes les plus à risque. Et 3, identifier les interventions qu'on peut faire maintenant. Qu'est-ce qu'on doit changer dans la façon de gérer ces interventions-là, dans les services de santé, mieux préparer les médecins, les hôpitaux à faire face à
je dirais, cette vague accrue de patients qui vont rentrer à l'hôpital pendant ces vagues-là. C'est ça. Voilà qui met la table pour la suite des choses. On va évoquer les changements climatiques à divers niveaux ce soir. D'abord au niveau local, au niveau national, au niveau mondial. Puis évidemment, c'est une soirée sur laquelle on veut se quitter avec des pistes de solutions. Alors tranquillement, mais sûrement, on va se diriger vers ce qui est possible de faire et aussi pour parler de la responsabilité individuelle. Mais d'abord, et je m'adresse vraiment à nos 4 panélistes ce soir, j'ai envie de vous entendre à l'échelle locale, à l'échelle urbaine. Quels sont actuellement les changements qui sont les plus inconvénients? On pourrait parler autant pour les villes, autant pour les régions que pour les entreprises. De quelle façon on peut transformer aussi ces changements en opportunités? M. Boirel, tout à l'heure, vous parlez justement des entreprises qui ont peut-être, on dit des gains, on va le mettre entre guillemets quand même, on pourrait parler d'investissement, d'opportunités à saisir pour changer le cours des choses aussi. À l'échelle locale, qu'est-ce qui pourrait se dégager? Oui, alors il y a des opportunités. On pense évidemment à des investissements, des opportunités de marché, mais aussi tout un enjeu social. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a le PDG d'Amazon qui a annoncé que son entreprise allait être carboneutre, mais c'est suite à une grève en interne. Donc on voit qu'il y a des pressions à l'intérieur des entreprises. Et il ne faut pas oublier qu'au Québec, le taux de chômage est très faible. Et donc le fait de se préoccuper des changements climatiques pour l'entreprise, c'est un moyen d'attirer les employés, un moyen de les retenir. Et ça a un impact sur l'efficacité des entreprises. D'autre part, contrairement à une opinion reçue, la littérature montre que, enfin la tendance dominante montre qu'il y a plutôt une relation gagnant-gagnant entre l'engagement environnemental, on va dire, des entreprises, et pour les changements climatiques aussi, et les performances économiques. Alors qu'on a plutôt tendance à penser que ce serait le contraire. Mais plutôt une relation gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui explique ça exactement? Bien, bon, d'abord, quand on parle de pollution, la pollution, c'est une perte de matière. C'est une perte d'énergie. Donc, réduire la pollution à la source, souvent, ça débouche sur des économies. J'ai parlé tout à l'heure de la motivation, de l'implication des employés qui sont un aspect très important. Il y a aussi de nombreux marchés, de nombreux produits et services qui découlent de ces enjeux. Puis, ça dépend aussi de la stratégie des entreprises. Il y a des entreprises qui sont capables de se positionner, qui sont capables d'anticiper les changements. Regardez ce qui se passe dans le secteur automobile. C'est une menace dans la mesure où il y a de nouvelles normes, mais il y a des entreprises qui sont très bien positionnées par rapport aux voitures électriques et donc qui vont grignoter des parts de marché. Il y a des entreprises qui vont disparaître, d'autres au contraire qui vont se développer. Donc il y a tout un processus de changement, de transformation. Les économistes comme Schumpeter parlaient de destruction créatrice. Je pense qu'on est actuellement dans ce genre de processus. Quand on parle des villes et des régions, évidemment, il y a des enjeux administratifs, il y a des enjeux de gestion. Madame Barrette, qu'est-ce qui menace un peu actuellement cette espèce d'équilibre, cette gestion au niveau des changements climatiques? À quoi les villes doivent-elles penser? Quels sont les défis auxquels on fait face actuellement? Mon Dieu, pour les villes, les défis sont nombreux parce que, comme disait Céline, on a vraiment une accentuation des événements extrêmes. Ils sont plus fréquents, sont plus intenses, donc on n'a qu'à penser à tout ce qui est système d'évacuation de l'eau. Donc, est-ce qu'à l'époque, on a réfléchi les villes, on a construit ces systèmes d'évacuation avec les bonnes données? Les données ont changé depuis, donc on n'a pas les données actuelles. On l'a vu avec les épisodes d'inondation, on a beaucoup remis en question la qualité de la cartographie qui datait d'une certaine époque. Et donc, dans le fond, on faisait des aménagements, on prenait des décisions sur la base d'une documentation qui n'était pas, de qualité, enfin, qui ne répondait pas à ces nouvelles normes climatiques, si on veut. Donc, il y a tout le défi aussi des vagues de chaleur. Je pense que Céline aussi pourrait vous en parler longuement. Moi, ce que j'attire votre attention, c'est sur le fait que pour les régions, c'est pas, je ne dis pas qu'ils sont laissés un peu à eux-mêmes, mais ils sont souvent un peu sur la voie d'accotement. J'allais poser la question, parce que dans le fond, on est toujours un peu le dernier ordre. Évidemment, il y a tous les paliers qui sont au-dessus. Évidemment, il y a cette gestion de proximité au quotidien. Est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a les ressources pour prévoir, pour penser à ce qui s'en vient et de quelle façon amorcer ce virage-là aussi? C'est vrai, c'est que souvent, on a tendance, et c'est normal parce que c'est une question de densité de population, on a des populations importantes dans les villes, mais dans les régions, on a aussi des problèmes, par exemple, de vagues de chaleur, contrairement à ce qu'on peut des fois s'imaginer. On a aussi, évidemment, les problèmes d'inondation, on l'a vu. Donc, je pense qu'il faudra,
de plus en plus travailler à, quand on déploie des ressources pour les municipalités ou qu'on imagine des plans d'action, des choses comme ça, de s'assurer de toujours bien intégrer aussi l'aspect de la ruralité des municipalités qui sont de plus petite taille. Parce qu'on a des cas patents dans l'actualité, encore aujourd'hui même, M. Anctil, évidemment, on parle d'inondation. Je pense à la rivière Chaudière, je pense à Sainte-Marie-de-Beauce, qui actuellement, on a des citoyens, 300 résidences qui seront rasées. On doit déplacer un centre-ville. On revoit les cartes des zones inondables. On l'a vu dans les derniers mois. Ça a fait réagir aussi plusieurs administrations. Ça, à quel point aussi, un jour, on devra écouter et respecter ce qui sera donné dans ces cartes-là, ne pas négocier et redonner peut-être au cours d'eau la place qui leur revient actuellement. Oui, il va falloir qu'on repense notre relation à la nature, à l'environnement, aux rivières, au climat. En fait, on a développé nos villes, de fait des installations sans toujours réfléchir au long terme. Puis ces facteurs-là n'étaient pas là. Moi, quand j'étais étudiant, je pense qu'il n'y a pas si longtemps. Je vais vous laisser le dire, ça. On nous disait essentiellement que le passé est le garant de l'avenir. On va regarder ce qui s'est passé dans les 20-30 dernières années, puis ça va être ça qu'il faut se préparer, puis faire notre conception, prévoir une usine de traitement des eaux ou un aménagement. On l'a toujours fait en se disant que ce qui s'est passé depuis 20-30 ans, c'est comme ça que ça va se passer dans le futur. Il faut garder en tête que nos installations, on ne crée pas une rue pour une année, on crée une rue pour souvent éternellement maintenant. Donc, on perd nos repères. Ces repères-là qu'on nous a montrés, sur lesquels nos villes ont été conçues, ne sont plus les bons repères. Puis là, on est en réflexion sur comment les bâtir, ces nouveaux repères-là. Il y a des modèles que Nathalie mentionnait il y a quelques minutes, qui sont des outils qui nous donnent des pistes voir un peu comment les choses vont évoluer. Mais c'est plus complexe que ça parce que la société aussi évolue. Les gens ont des besoins différents ou des goûts différents, des volontés différentes. Donc, dans cette mouvance-là, on a une nouvelle façon d'établir qui n'est pas cristallisée. Mais on le dira, il y aura des sacrifices à faire pour bon nombre de villes, de municipalités. Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices comme ceux-là aujourd'hui? Parce que ça implique des citoyens, ça implique des vies, ça implique des familles aussi. Lorsqu'on parle, par exemple, de relocaliser un centre-ville, on a encore le cas de Sainte-Marie aujourd'hui même, des gens qui ne sont plus en mesure d'habiter le secteur, qui doivent quitter la ville, incapables de se loger. Est-ce que les sacrifices vont venir essentiellement des citoyens? Est-ce que ce sont seulement les villes qui auront des opportunités? Comment peut se démêler à travers tout ça? Ce qui serait préférable, ce serait qu'on anticipe les choses. Dans le cas qu'on parle en Beauce, les événements se sont produits ce printemps, puis ensuite, bien, les gens tirent des constats, puis il y a des décisions qui sont prises avec des politiques en place. Le gouvernement applique ça d'une certaine manière à forcer ces mouvements-là. Mais peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, ce sera un autre village sur une autre rivière. Puis là, mais d'ici là, on ne fait rien. Parce que, donc, il faut, je pense, commencer à mettre en place un programme d'adaptation. Il faut commencer à anticiper puis étudier partout au Québec qui est à risque, qui sont exposés, puis peut-être d'anticiper des choses, d'agir avant que la catastrophe J'entends arrive. des maires dire qu'ils ne sont peut-être pas prêts à accepter cette anticipation-là en question. Non, possiblement. Même la population est peut-être pas prête. Mais moi, je ne parle pas d'un travail sur 6 mois ou quelques semaines. C'est un travail dans la durée. Il faut se donner du temps, mais il faut commencer à se donner ces outils-là pour réfléchir. Si on met en place une ville, discute sur plusieurs années, commence à se structurer, à modifier des aménagements, bien, on peut penser qu'on sera plus préparé la prochaine fois, puis qu'on sera capable de faire face. Pour l'instant, on était un peu dans le brouillard sans vraiment prendre de décision. En mode réaction, finalement, quand la catastrophe survient. On laisse les choses aller. Puis dans le passé récent, les gouvernements ont plutôt permis aux gens de se reconstruire. C'est comme la première fois où là, il y a une application plus stricte. On va voir où tout ça va nous mener. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas en quelques semaines, en quelques mois que ça va se faire. C'est un processus à moyen et à long terme, mais il y a quand même aussi, de l'autre côté, c'est presque contradictoire, un peu un sentiment d'urgence. Quand même, il faut agir éventuellement. Bien, le problème, c'est que, par exemple, ceux qui ont été touchés récemment, les crues de ce printemps, bien là, ils ont des décisions à prendre immédiatement. Pas dans 6 mois, dans 1 an, une décision à prendre immédiatement. Puis pour eux, probablement que la décision prend trop de temps déjà. Donc, ça, c'est différent. Mais pour les villes qui n'ont pas encore été touchées, puis qui savent qu'ils sont exposés ou qui découvrent qu'ils sont exposés,
là, on dispose de marge de manœuvre. J'ai des considérations de santé publique, de prévision, d'adaptation. Madame Campagna, au niveau des villes aussi, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir pour entreprendre ce virage, cette adaptation de la bonne façon? Est-ce que justement ce plan-là, on est prêt à l'appliquer? Est-ce que les citoyens aussi sont prêts à l'appliquer? Est-ce que les citoyens, j'embarquerai pas. Mais C'est toujours la grande question. Oui, Hein? c'est ça. Au niveau des villes, en fait, s'ils se dotent, puis là, je pense qu'il y a un mouvement au niveau des municipalités en ce moment aussi par rapport aux risques reliés au changement climatique puis aux aléas qui arrivent plus fréquemment. Mais ne serait-ce que les inondations, ça a réveillé beaucoup de municipalités. En 2017-2019, il y en a eu beaucoup qui ont été touchées par ça. Fait que là, ça amène à... Il faut dégager quelque chose de ces catastrophes-là. Donc, est-ce que, d'un côté, c'est eux qui sont pris avec les conséquences des changements climatiques? Puis, il y a une opportunité pour l'adaptation qui vient avec ça, même au niveau de la santé publique, parce que les municipalités, leur but aussi, c'est le bien-être de leur population. Puis ça, il ne faut pas l'oublier que c'est un bon levier pour faire agir ça. Puis le bien-être, pour être bien, il faut être en santé aussi. Fait que, tu sais, ça va ensemble. Fait que, ils ne veulent pas des... Oh, excusez, c'est ma boucle d'oreille. Je vais peut-être l'enlever. C'est tannant. Ça battait la mesure. Quand Ouais. même, ouais. Mais il y a des opportunités pour les municipalités d'agir. C'est juste le manque de moyens souvent. Puis moi, c'est vers l'économie municipale que j'aimerais qu'on parle, parce que, tu sais, au niveau des impacts sanitaires, tu sais, c'est sûr que c'est les populations qui sont touchées au niveau des municipalités, on le sait souvent, c'est les gens les plus pauvres, c'est les gens les plus démunis. C'est les plus vulnérables, finalement, qui sont touchés en premier. Oui, c'est ça. Oui. C'est ceux qui sont déjà mal pris dans la vie pour toutes sortes de situations. Puis c'est eux qui se retrouvent dans les zones où ils doivent, qui sont inondés parce que c'est des centres-villes, c'est les logements qui sont les plus à faible, comme les loyers sont moins chers, tout ça. Fait que là, après, ben, c'est les impacts, ils ont moins de réseaux, ils ont tout ça. Fait que, Ce sont aussi les gens qui vont être tributaires de ces décisions-là qui ne seront pas faciles aussi, au final. Oui, bien c'est sûr, c'est sûr. Les personnes qui habitent avec une grosse, je veux dire, si j'ai une grosse résidence qui vaut cher, avec tout ça, un chalet, c'est facile pour moi, mais c'est difficile l'inondation, mais c'est pas moi qui va en payer le plus le prix. Si je dois déménager, si ma maison elle a des moisissures qui poussent dedans, si je suis obligée de justement déménager, là, les impacts là, à la santé mentale peuvent prendre des années à se manifester, puis des années à guérir, des dizaines d'années avant d'en revenir. Là. Et là, quand il y a la répétition des inondations, par exemple, bien là, ça amène un ressac, en fait, des moments que les gens ont vécus. Ça les amène vers des nouvelles crises, fait que, et l'appréhension de quand est-ce que ça va arriver encore, tout ça. Là. Et là, je vous pose la question à tous les quatre. On parle beaucoup d'instances municipales et de régions actuellement qui sont un peu au bout de la chaîne de commandement. Est-ce que véritablement, ces instances-là ont un véritable pouvoir dans l'adaptation au changement climatique? Est-ce qu'on parle vraiment d'instances qui sont en mesure de prendre des décisions qui sont applicables et qui seront fonctionnelles aussi? La difficulté, c'est naturellement l'éparpillement de la décision. Une fois qu'on a une myriade de municipalités avec un système gouvernemental aussi au niveau municipal qui change avec des cycles. Donc, moi, si je l'amène au niveau, par exemple, provincial, qui ont l'autorité sur les municipalités, mais les gouvernements se succèdent, puis cherchent à se distinguer de l'autre. Puis, donc, ça crée des problèmes dans un contexte d'adaptation où on a besoin d'une certaine continuité. Même chose pour la lutte au changement climatique, on a besoin d'une action dans la continuité. Si on était capable de soustraire ça des débats pour-contre, puis de prendre plutôt une position générale, d'aller de l'avant, on peut débattre des solutions, les solutions peuvent évoluer, mais il faudrait que la cible, elle, reste la même, qu'on aille dans cette direction. Est-ce qu'on a la difficulté, justement, à bien la définir, la cible? Est-ce qu'on reste dans un concept qui est encore trop abstrait? Est-ce que, décidément, on n'a pas vraiment des cibles précises à atteindre, vraiment des objectifs à aller chercher? Ouais, il y a des objectifs. Les objectifs, on parle de décarboniser la société. Je pense que c'est un objectif qui est très, très concret.
Le moyen de le faire reste en partie à être inventé. Mais il y a des choses qui peuvent être faites dès maintenant, puis on peut déjà planifier des choses pour l'avenir. Là, on parle d'atténuer l'effet des changements climatiques en essayant de réduire ça au maximum, les conséquences. Mais il y aura toujours une adaptation parce qu'il y a déjà le changement qui existe. Donc, il faut jouer sur les deux. Mais il faut essayer d'enlever ça un peu de l'arène politique qui est pas très fertile, qui amène un débat pour-contre constamment. On est dans un contexte bien particulier, comme ça, à quelques jours des élections, mais c'est une discussion qui sera apolitique aujourd'hui. On tient à vous rassurer. Vous êtes tous sans doute un peu tannés de cette campagne électorale. C'est un peu difficile de vous blâmer, cela étant dit. Mais je veux quand même qu'on parle de cette relation gouvernementale de façon un peu plus globale, un peu plus générale, la relation Québec-Canada qui n'est pas simple non plus dans la gestion de l'adaptation au changement climatique. On l'a entendu déjà, on souhaite que les dirigeants soient des leaders, mais il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'obstacles et d'écueils qu'on doit contourner. Actuellement, d'un point de vue gouvernemental, quels sont les défis des gouvernements? Quel est décidément le premier écueil sur lequel trébuchent la plupart des gouvernements? M. Boirel, peut-être? Bien, je pense d'abord que ce soit au Canada ou au Québec, mais en particulier au Québec, je pense qu'il faut remettre en cause l'idée reçue comme quoi on est relativement en avance, surtout au Québec. On se compare toujours au pire, n'est-ce pas? L'Alberta, par exemple. Parce qu'on se plaît à répéter aussi qu'au Québec, on est à l'avant-garde aussi. C'est ça. Au Québec, c'est à peu près 9,6 tonnes de CO2 par an par habitant. C'est 2 fois la moyenne de l'OCDE. C'est plus élevé que la Norvège, qui est un pays pétrolier. Bref, on n'est pas très bon. On va le résumer comme ça. Non, c'est au Québec et au Canada qu'il y a les voitures qui consomment le plus. Donc, en termes de performance, de résultats, on dirait que la population pense que, le problème est ailleurs. Et c'est en Chine, c'est dans d'autres provinces. Et ça ne favorise pas beaucoup l'engagement. Il y a aussi le fait qu'il faut regarder les moyens qui sont mis au service de ces enjeux-là. Au Québec, par exemple, le ministère, alors il change chaque année de nom, je ne sais pas comment il s'appelle actuellement, on va dire l'environnement. De l'environnement et de la lutte au changement climatique, selon, si je me rappelle bien, la dernière appellation officielle. Merci. Mais je pourrais me tromper aussi. Il a à peu près 0,25% du budget. Quand vous êtes dans une entreprise et puis, je ne sais pas, vous êtes responsable d'une fonction et vous avez 0,25% de budget, ça vous donne quand même une indication que vous n'êtes pas prioritaire dans l'agenda. Donc, il y a clairement un manque de... On peut se sentir mal aimé un peu. Oui, il y a clairement un manque de moyens, un manque d'ambition, alors qu'il y a énormément de régions du monde, de pays qui sont très avant-gardistes. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure des villes, on aurait avantage à se comparer à des villes avant-gardistes, comme Copenhague, qui a réduit de 55% les émissions de gaz à effet de serre par habitant au cours des dernières années, ou Oslo. Donc, il y a aussi beaucoup d'États, de nations qui ont réduit significativement leur gaz à effet de serre. Au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité, qui en passant n'a pas été mis en œuvre pour des raisons de changement climatique. Mais grâce à ça, évidemment, on a un niveau d'émission... Ça a été un bon coup de dé quand même. Ça a été un très bon coup de dé, absolument. Et c'est très bien. Mais il y a bien des domaines où il faudrait agir. Je parlais tout à l'heure du transport automobile. Regardez le malus-bonus sur les voitures qui polluent versus les voitures vertes. Le bonus a rapporté, je crois, un peu plus de 200 millions. Le malus a rapporté plus de 400 millions. Le bonus a coûté un peu plus de 200 millions. Il y a donc un problème. Si on vend plus de camions que d'automobiles, il y a quand même un problème. Et c'est encore le cas. C'est une camionnette qui est le véhicule le plus vendu au Québec encore cette année. Absolument. Oui. Cette relation Québec-Canada aussi, et même de l'ensemble des provinces, Mme Barrette, il y a différents gouvernements, il y a différentes visions aussi. On pourrait parler de la bourse du carbone, il y a différentes orientations. On l'a bien vu en campagne électorale. Comment on peut trouver justement ces opportunités de façon globale? Comment avoir un message cohérent pour l'ensemble des citoyens aussi? Bien, moi, je pense que la première chose à faire, c'est qu'ils doivent être exemplaires. Ils doivent donner l'exemple. Et je pense que les gouvernements ne sont pas toujours les meilleurs élèves. Puis, moi, je trouve qu'il y a une vision aussi qui doit changer au niveau de la durabilité. Je ne suis peut-être pas assez spécialiste au niveau des enjeux gouvernementaux provinciaux, mais je pense au domaine, on parlait des municipalités, où souvent la vision du terme de durabilité est vraiment
peu orienté du côté de l'environnement. Et je donne un exemple très concret dans mon quartier où on avait un magnifique parc, mais évidemment, les modules commençaient à être un peu abîmés, donc on décide de refaire les modules. Et des modules qui étaient faits en bois, évidemment, se sont retrouvés en métal, plastique. Disons que ça, à la limite, bon, je me questionnais, mais c'est tout l'environnement autour. On a coulé du ciment. Donc, vraiment, c'est magnifique, là, et c'est extrêmement durable, c'est indestructible. Mais c'est peut-être pas ça le développement durable, et finalement. le but, c'était simplement de faire une petite remontée pour que les parents puissent s'asseoir autour de cet immense cercle pour, évidemment, surveiller leur enfant, idéalement. Et puis, mais donc, ça aurait pu être des petits bancs en bois. On a coupé certains arbres au lieu de mettre du paillis de bois. Donc, c'est sûr que je viens d'une faculté où il y a la foresterie. Là, j'ai l'air de vendre ma salade, mais je pense que ça aurait été vraiment plus durable. Peut-être qu'effectivement, dans 15 ans, il aurait fallu refaire une partie des bancs, les réparer, des choses comme ça. Mais je me dis... Mais c'est triste. Je sais qu'il y a eu des consultations et moi, je suis arrivée un peu tard dans le processus et là, c'était déjà, tout était planifié, canné et on assistait à ça un peu démunis. Et tu sais, ça, c'est un exemple d'un problème aussi, j'attire un peu l'attention sur le fait qu'on parle beaucoup de mesures d'adaptation, mais est-ce qu'on pourrait aussi s'assurer que les mesures d'adaptation soient des mesures d'atténuation, c'est-à-dire que ce soit un choix qui contribue aussi à réduire les émissions? L'exemple est très pertinent. On comprend la difficulté de prendre une bonne décision pour un parc, pour un gouvernement d'une province, pour un gouvernement d'un pays. Est-ce que le défi est 1 million de fois plus grand encore? Bien, j'aurais tendance à dire que oui, mais je ne suis pas assez spécialiste pour m'avancer sur la chose. Mais, tu sais, un parc, c'est un petit problème dans la vie d'un gouvernement. Alors, j'imagine l'ensemble des problématiques. C'est la cohérence, c'est le défi, c'est la cohérence, la cohésion entre les décisions. Et je ne sais pas, des fois, je m'imagine que ce qu'il faudrait, c'est une espèce de conseil de sages juste au-dessus des gens qui sont les dirigeants qu'on élit à chaque année, pour qu'ils puissent un petit peu les diriger, leur dire, bien là, écoutez, attendez. Votre réflexion, oui. Non, mais tu sais, pour être capable de dire, mais ça, cette décision-là, c'est bien, mais ça ne concorde pas du tout avec l'autre décision que vous venez de prendre. Vous défaites tout ce que vous faites. Là. Mais là, je me ferai un peu l'avocat du diable. Je suis payé pour ça généralement. Dans un contexte de réélection, de mandat de 4 ans, alors qu'on voit toujours à court terme, et bon, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, je serai un peu cynique aujourd'hui, le but d'un gouvernement, c'est d'être réélu à l'élection suivante. Personne ne veut perdre. Dans ce contexte-là, comment avoir cette vision à long terme, cette vision de développement durable, et d'autant, et là, je vais rejeter un peu la faute sur les citoyens, il y a un sondage récent qui nous disait que l'environnement, dans cette campagne électorale, c'était loin d'être la première priorité. Est-ce qu'on peut vraiment les blâmer, finalement? Bien, moi, je reviens avec mon conseil des sages, mais ce conseil des sages-là serait fait ce serait des citoyens, des citoyens qui sont des bons ambassadeurs, qui, eux, ont une vie, qu'on pourrait dire, entre guillemets, exemplaire, où ils prennent des décisions et s'assurent toujours de regarder l'ensemble des impacts de leurs décisions dans la vie, en termes d'émissions, en termes d'économie d'eau, en termes d'économie d'énergie, etc., et qui sont, en quelque part, des bons porte-parole. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de ces gens-là dans nos directions? Évidemment, est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas, et ce n'est pas moi qui va donner toute la recette, mais je me dis pourquoi pas, et ces conseils de sages seraient évidemment idéalement bien représentatifs de la population. Est-ce que, M. Anctil, de ce point de vue-là, on le disait un peu plus tôt dans ce contexte de réélection, est-ce qu'un politicien aurait le loisir et cette opportunité, on revient bien sûr au thème de cette conférence, cette opportunité de se montrer et de s'élever en leader inspirant en proposant justement des mesures durables, des mesures efficaces? Est-ce qu'on pourrait se le permettre dans notre système actuel? J'aimerais croire que oui. Ce que les politiciens cherchent à nous vendre, c'est notre bien-être. On nous annonce que notre programme va vous assurer le bien-être, puis c'est souvent comme ça que chacun d'entre nous choisit un parti. On pense que c'est celui qui va nous permettre un progrès dans notre bien-être. Est-ce que le bien-être, c'est essentiellement ce qu'on a dans le portefeuille aussi? Bien, le bien-être a été perçu comme ça. Il est encore largement perçu comme ça. On nous promet donc, par exemple, une baisse d'impôts ou d'autres trucs, mais c'est un bien-être, puis c'est notre grille. Les politiciens savent, tous les conseillers qu'ils ont savent comment la population réagit, puis c'est leur réflexe.
Donc, je pense que ça revient un peu à nous, comme population, de mentionner que peut-être que notre bien-être, bien, c'est notre santé, c'est de ne pas être exposé à une chaleur. On pourrait parler de qualité de l'air aussi, qui est associée à ça. C'est d'avoir des choix, d'avoir un niveau de l'environnement, d'avoir de l'eau de qualité, de ne pas être exposé à des tempêtes, etc., etc. Si notre bien-être s'associe à ça, bien, les gouvernements vont réagir. Si on regarde typiquement dans un pays, dans l'évolution, c'est qu'au début, on le voit à différentes échelles dans le monde, il y a une période de prospérité économique où on ne s'intéresse pas trop à l'environnement. Le bien, c'est de progresser économiquement. Puis on atteint un niveau de confort où la population finit par dire, bon, on est assez confortable. Puis là, on remarque que finalement, on aimerait ça peut-être qu'il y ait des parcs, puis qu'on aimerait peut-être que notre rivière soit plus belle. Là, on commence ensuite, dans une deuxième phase, à investir sur l'environnement. Est-ce que ça veut dire que le sacrifice à faire collectivement, ce serait éventuellement une décroissance? Ça revient de plus en plus, cette possibilité-là. Est-ce que ça pourrait être une avenue? C'est sûr que c'est des choses qui sont mentionnées. Dans les réflexions, on va parler de décroissance. Il y a même des gens qui disent qu'on est trop nombreux sur la Terre, mais il y a des réalités qui nous rattrapent. Je veux dire, donc on est 7 milliards et on va devenir bientôt 8 et probablement 9. Il y a tous ces gens-là à nourrir, il y a beaucoup de choses, il y a une réalité. Donc la décroissance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer du jour au lendemain, mais il va falloir trouver une façon que cette croissance-là, si on la maintient, ça ne se fasse pas au détriment du fonctionnement de la Terre. Parce que là, on parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui, mais peut-être qu'éventuellement, il y aura une conférence sur la biodiversité, sur l'acidification des océans, et j'en passe, qu'il y a toutes sortes de problèmes qui se produisent et qui sont tous liés en large part à l'action humaine, puis au changement du climat. Madame Campagna, je veux revenir au thème du bien-être. Je sais que ça vous a interpellé tout à l'heure. On parlait donc justement de ces opportunités à saisir. Évidemment, des sacrifices, on en a parlé, mais les occasions politiquement, au niveau national, au niveau que ce soit provincial ou au niveau fédéral, de quelle façon, justement, quelqu'un pourra véhiculer ce message que le bien-être du citoyen, c'est au-delà de son rapport d'impôt, c'est au-delà de l'argent qu'il aura dans son portefeuille, c'est au-delà du crédit d'impôt. Est-ce que ça, c'est un message éventuellement qu'on sera en mesure de mettre de l'avant et d'y accorder une très, très grande crédibilité aussi? Mais pour y accorder davantage de crédibilité, c'est avec l'argent qu'on va y arriver. Parce que, je m'explique, il y a deux niveaux. On le sait que... Ça fonctionne, ça m'interpelle déjà alors. Le moyen... Il y a deux niveaux. Le moyen, c'est que, on le sait, ce qu'on appelle le revenu, c'est un déterminant de la santé. Le revenu qu'on fait, ça influence vraiment de façon importante l'état de santé des gens. Plus tu es pauvre, plus tu es malade, plus tu es riche, plus que tu as de moyens à ta disposition pour rester en santé. Fait que ça, on le sait. L'autre côté, c'est que les municipalités, on parlait d'opportunités, les municipalités, c'est elles qui ont le plus de potentiel pour à la fois lutter contre les gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. C'est elles qui le vivent, c'est elles qui ont le plus de levier pour changer les choses. Parce qu'on est en lien direct avec le citoyen aussi. Et on est en C'est lien l'avantage, direct, oui. oui. Fait que c'est eux autres qui sont le plus proches du citoyen aussi. D'un autre côté, c'est eux autres qui ont le moins de moyens financiers. Parce que les moyens financiers, lui, se situent en haut, là, au niveau des paliers gouvernementaux provinciaux, fédéraux. Fait que tout à l'heure, on parlait, dans l'enjeu des campagnes électorales, tout ça, qu'est-ce que au niveau fédéral ou provincial, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, c'est de débloquer l'argent pour l'envoyer aux municipalités. Aussi, parce que c'est là-dedans que les municipalités vont pouvoir avoir Parce que quand on leur donne l'occasion, il y en a eu des programmes climat municipalité, là, ça répond à l'appel, il manque d'argent. Les municipalités sont prêtes à agir en adaptation, réduire les risques pour la population, travailler davantage pour la réduction des gaz à effet de serre, mais ils n'ont pas les moyens. Leur seule source de moyens, c'est la fiscalité municipale, c'est les taxes. Comment on peut taxer? Bien, plus tu es proche d'une rivière, plus ta maison vaut cher, plus on va avoir des taxes, puis etc., etc. Fait que plus on construit dans un centre-ville, plus on densifie, plus on crée des îlots de chaleur qui viennent amplifier le phénomène. On vient taxer ça aussi. Puis là, au lieu d'avoir une maison, bien là, on en a des centaines de loyers qui rapportent à chaque fois davantage. Mais c'est correct de densifier, il faut bien densifier. Moi, je suis pour la densification verte.
Attends. Mais c'est pourquoi il devrait avoir davantage d'argent pour les leviers pour bien adapter nos villes à la réalité climatique et lutter contre les changements Ça, c'est climatiques. intéressant. Je regarde dans la salle rapidement. Je ne vois pas de politiciens au niveau municipal, mais c'est bien dommage en espérant qu'ils nous écoutent sur Facebook parce qu'il y a là-dedans des idées qui sont très intéressantes. Madame Campagna, on a vu déjà donc le niveau municipal, on s'est promené au niveau national et là, peut-être celui le plus compliqué pour lequel s'entendre. J'ai envie de vous entendre maintenant à l'échelle mondiale. On le sait, la géopolitique mondiale, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement complexe. Le citoyen, nous sommes tous réunis ce soir, on se sent bien petit par rapport à ces grandes instances. La grande question, comment le monde, d'un point de vue d'un dénominateur commun, peut-il s'adapter au changement climatique? Est-ce que finalement, ce grand concept que le monde puisse s'adapter au changement, c'est un peu trop abstrait, ça n'existe pas, que c'est utopique? Peut-être, mais en tout cas, actuellement, ce qu'on constate, c'est une grande injustice climatique. Et on constate que les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre ne sont pas ceux qui vont souffrir le plus. J'ai écouté mes collègues parler de l'adaptation au Québec. Je ne suis pas un expert de l'adaptation au changement climatique au Québec. Et je veux bien croire qu'il y a des adaptations qui vont se faire. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des pays comme le Bangladesh, je crois qu'il y a 160 millions d'habitants, sur une superficie 11 fois plus petite que le Québec, et qui sont régulièrement menacés d'inondations. On ne parle pas d'avenir, c'est actuel. Et à plus ou moins long terme, ils pourraient être complètement inondés. Qui est-ce qui va accueillir tous ces réfugiés? Vous avez vu la crise des réfugiés en Europe. Là, on parle de centaines de millions de personnes à l'échelle mondiale. Et même ici, ça a été un enjeu, on l'a bien vu également. Oui, et ma collègue disait que c'était les plus démunis qui étaient les plus exposés. Mais c'est pareil dans les pays en voie de développement. Il y a des enjeux énormes. Regardez, en Indonésie, ils sont en train d'essayer de déménager la capitale. Jakarta, c'est plus de 10 millions d'habitants. Donc, évidemment, il y a des opportunités, il y a des coûts associés à ça. C'est des enjeux absolument énormes. Il y a des enjeux aussi démographiques. L'augmentation de la population, ça ne se fait pas à Sainte-Foy, Sillery, des quartiers comme ça. C'est essentiellement dans les pays en développement, dans des bidonvilles, des gens qui sont exposés justement au changement climatique davantage parce que les habitations sont plus précaires. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité différenciée dont parlent d'ailleurs les accords de Paris, c'est-à-dire que les pays qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre doivent prendre leurs responsabilités, doivent montrer l'exemple. Ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. En Afrique, les émissions de gaz à effet de serre augmentent rapidement, mais j'ai encore lu ce matin que c'est à peu près 4% des émissions mondiales. Pourtant, il y a 1 milliard d'habitants en Afrique et une grande partie de la croissance démographique va se faire en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est. Donc là, on voit qu'il y a une immense injustice et des réfugiés climatiques qui se multiplient, qui seraient rendus encore plus nombreux que les réfugiés politiques. M. Boiral, je le disais plus tôt, vous êtes à la faculté de management et je ne pensais jamais poser cette question-là. Est-ce que finalement, la clé, la solution d'un point de vue international, ça passe par les grandes entreprises? Est-ce que ce sont elles qui pourraient nous permettre de limiter, d'atténuer et de mieux s'adapter au changement climatique? Je ne crois pas que ce soit la clé, mais c'est une des clés, parce qu'il y a des moyens financiers considérables. Regardez le nombre de grandes entreprises qui se sont engagées à être carboneutres ou qui le sont déjà. Alors, il faut s'entendre qu'est-ce qu'on appelle carboneutre. J'entendais tout à l'heure qu'on disait l'Université Laval est carboneutre depuis 2015. Souvent, c'est carboneutre par rapport aux émissions directes, c'est par rapport aux sources d'énergie. Mais ce n'est pas carboneutre par rapport à ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire tous les transports, etc. Donc, les entreprises ont des moyens financiers énormes. Certains prennent leurs responsabilités, c'est très inégal. Elles ont un rôle à jouer, mais sans le pouvoir des États, je pense que leur pouvoir d'action est trop limité. Le problème, c'est qu'il y a une souveraineté nationale. Regardez ce qui s'est passé au Brésil. Il y a eu de grands incendies de forêt. Et puis, il y a certains dirigeants politiques, comme le président français, qui ont dit l'Amazonie, ça appartient à tout le monde. La maison brûle. La maison brûle. Et la réaction, évidemment, du président brésilien, qui n'est pas du tout un pro-environnementaliste, c'est un euphémisme, a été de dire, grosso modo, mêlez-vous de vos affaires. Donc il y a un problème de souveraineté nationale aussi, qui limite le pouvoir d'intervention. Maintenant, les multinationales sont apatrides, elles ne sont pas liées à un pays nécessairement plutôt qu'à un autre, elles se déplacent très rapidement. Elles ont un certain pouvoir d'intervention, effectivement. Je reviens à notre discussion que nous avions eue il y a quelques semaines en préparation de cette soirée. Il y a une phrase qui m'a marqué, et je vais vous la répéter, corrigez-moi si ce n'est pas tout à fait exact. Vous avez soutenu, et vos collègues ici me semblaient d'accord, que les entreprises sont malgré tout très avant-gardistes en matière de lutte au changement climatique, que ce sont souvent elles qui font les premiers pas. Pas toutes, non. Certaines. Oui, non, je ne suis pas prêt à dire qu'elles sont très avant-gardistes, mais beaucoup le sont. Oui. En fait, les dirigeants d'entreprise, il y a la même diversité de verts, du vert clair au vert sombre qu'il y a dans la société.
Donc, je lisais récemment les initiatives qui ont été prises par Optel, qui est une entreprise de la région de Québec, qui a fait beaucoup de choses en matière justement de transport, parce qu'un des problèmes au Québec, c'est l'étalement urbain. Et donc le transport, ça représente quand même plus de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est tout à fait considérable. Donc il y a effectivement des entreprises qui sont avant-gardistes. Le problème, c'est que le citoyen ne fait pas trop la différence entre une entreprise avant-gardiste et une qui ne l'est pas, pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons, c'est que contrairement à une opinion reçue, les informations qui sont divulguées par les entreprises ne sont pas nécessairement fiables. On a fait plusieurs études sur la question, et dans une de ces études, on a observé que dans les rapports de développement durable vérifiés par des auditeurs externes, utilisant la norme qu'on appelle le GRI, 97% de ces informations divulguées étaient non conformes à la norme. 97%. Pourtant, ces entreprises avaient été vérifiées, certifiées par des grandes firmes comptables. C'est bonjour le cynisme quand on entend ça. Malheureusement, oui. Il y a beaucoup de greenwashing. Et à côté de ça, il y a des entreprises qui font beaucoup de choses intéressantes qui n'en font pas nécessairement publicité. Je suis un peu sous le choc. Je ne veux pas être négatif, évidemment, dans tout ça, mais quels bénéfices peuvent retirer les pays en matière de relations internationales pour mieux s'adapter au changement climatique? J'écoute M. Boiral, les entreprises ont un rôle à jouer aussi, les pays se disputent entre eux. La solution, finalement, au point de vue international, elle est où? Elle est où l'opportunité à saisir? Mme Barrette? Eh mon Dieu, une grosse question. Moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que je travaille dans les pays tropicaux et je vous avoue que les opportunités, elles sont assez limitées. Hein, parce que tantôt, on parlait, c'est ça, en fait, est-ce qu'on disait au Québec, dans le fond, on ne peut pas vraiment dire que, quand il y a une inondation qui arrive, c'est la faute des changements climatiques. On ne peut pas être sûr à 100% parce qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de variabilité climatique. Mais par contre, les pays tropicaux, là, c'est une autre game, là, parce que dans ces pays-là, la variabilité climatique est beaucoup plus limitée. Et eux, je vous dirais, on peut presque affirmer qu'ils vivent quotidiennement les changements climatiques. On a parlé du Bangladesh avec la hausse du niveau marin. Quand on me demande c'est quoi le pire élément, disons, au changement climatique, ça se situe où? La pire des choses, c'est la hausse du niveau marin. Parce que la majorité des villes sont sur le bord de l'eau et souvent avec un dénivelé assez limité. C'est la première conséquence, finalement. C'est ça. Oui. Et donc, ce que je vois, moi, comme des pays comme Haïti, c'est qu'eux sont déjà ils dépassent déjà presque systématiquement des paramètres de normalité climatique. Donc, ils sont pris avec ça. Les opportunités qu'ils ont, je vous assure, elles sont, de ce que moi je vois, en tout cas, relativement limitées. Je ne dis pas que c'est partout comme ça. C'est sûr qu'il y a des efforts avec les grands accords internationaux pour aller aider les pays qui sont en développement à passer à des technologies, par exemple, qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre. Il y a toutes sortes de volets. Je suis moins spécialisée sur cet aspect-là, mais il y a des leviers politiques internationaux là, qui permettent d'aider ces pays-là. Mais ce qu'on a vu en grande partie, c'est que ceux qui en ont le plus bénéficié, ce n'est pas les gens les plus vulnérables. C'est la Chine, c'est l'Inde, le Pakistan, pas le Pakistan, mais ce n'est pas les pays d'Afrique. On n'est pas... Pourquoi? C'est qu'on ne peut pas aller planter une forêt, puis ça ne pousse pas rapidement, là, puis dire je vais prendre les bénéfices pour ma compagnie. Alors, on ne va pas là, on va en Chine, on va changer une centrale qui fonctionnait au charbon, on le change pour une centrale au gaz naturel qui est moins émettrice, des choses comme ça. Donc, il y a plein de projets de développement internationaux qui se font, mais ce n'est pas les populations les plus vulnérables qui en ont profité, là, en fait. Donc, en tout cas, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour défendre le volet opportunité. J'ai de la difficulté, moi, à les voir, là, mais j'imagine qu'il y en a certainement. Là. Avis partagé par vous, M. Anctil, est-ce que vous voyez un peu de lumière là-dedans? Ou... Faut chercher, là. Ça a le mérite d'être clair, au moins. Il faut chercher parce que, en fait, on parlait d'entreprise, mais c'est la même chose pour nous ou les gouvernements. La stabilité, c'est une belle chose parce que ça nous permet de travailler, je l'ai mentionné tantôt, en regardant un peu ce qui s'est passé puis de prendre nos décisions. Les êtres humains, on aime analyser les choses, mais on aime simplifier aussi pour comprendre. On a une vision des choses qui est parfois erronée. Puis quand les processus deviennent non linéaires, c'est-à-dire que des petites impulsions peuvent commencer à créer des grands changements, on a beaucoup de difficultés à anticiper ces choses-là. Puis c'est comme ça que va se vivre le changement climatique, c'est qu'il va y avoir des seuils où les choses vont se mettre à s'accélérer.
Fait qu'on est toujours habitué de penser des petits changements, petites réactions, puis tranquillement, ces choses-là vont se mettre à se bousculer, puis c'est là probablement qu'il y aura un éveil un peu plus généralisé, probablement au niveau des gouvernements. Donc, il faut voir ça. Moi, j'aimerais amener on a parlé de la hausse des niveaux d'eau, il va y avoir aussi beaucoup d'eau qui va manquer. Les précipitations, ce qu'on voit avec les modèles, c'est que les zones humides actuellement vont l'être davantage. Ce qui, entre parenthèses, fait l'affaire d'Hydro-Québec parce qu'on s'attend à une hausse des précipitations de l'ordre de 10 dans les territoires de nos grands réservoirs. On va pouvoir produire plus d'électricité sans faire quoi que ce soit. Les turbines vont tourner. Oui, mais les pays qui sont moins arrosés, et il y en a beaucoup, vont l'être moins encore. Puis c'est là que les problèmes vont aussi apparaître. On pense à un pays comme l'Espagne, qui est déjà un pays qui n'a pas beaucoup d'eau. Dans le sud de l'Espagne, il y a des gros problèmes entre les touristes, les agriculteurs, les industries. Puis, il va y avoir moins en moins d'eau en Espagne. Donc, qu'est-ce qui va arriver de tout ça? On a beau parler qu'il y aura des opportunités, il faut encore que l'eau soit présente, il faut encore qu'il y ait une sécurité. C'est pour ça que tant d'entreprises qui montrent un intérêt pour agir sur les changements climatiques, celles qui n'ont rien à voir avec de vendre de l'énergie, par exemple, une compagnie qui vend des souliers, cette compagnie-là, elle bénéficie d'un milieu qui est stable économiquement, politiquement, environnement. Plus c'est stable, plus c'est facile pour eux d'anticiper comment ils veulent se développer. Toute instabilité devient un problème pour ces entreprises-là, puis le climat en fait partie de ces instabilités-là. C'est que oui, il y a des opportunités à saisir ici et là. On peut penser, par exemple, au Québec, il y aura une saison de croissance qui sera plus grande. Donc, il y aura des potentialités en agriculture. On pourra changer de cultivar, on aura quelques semaines de plus, on pourra avoir plus de rendement. Mais en contrepartie, ça va consommer davantage d'eau, ça va modifier le régime des rivières, donc il va falloir trouver cet équilibre-là. Mais la surface des terres agricoles au Québec est très petite par rapport à ce qui se fait sous l'ensemble de notre continent. Fait que même si nous, on a des gains, il ne faut pas penser que ça va être spectaculaire. C'est la même chose partout nécessairement aussi. Ouais. Monsieur Anctil, je prends les éléments que vous mettez en place. Je me tourne vers vous, Madame Campagna. Il y a matière à réflexion. Est-ce que finalement, cette espèce d'impulsion nécessaire, l'espèce d'onde de choc, ce sera une crise de santé publique à l'échelle internationale? Est-ce que ce sera ça qui finalement va faire véritablement bouger les choses et forcer une certaine collégialité entre les différents États et les grandes entreprises? Sans doute que oui. Ça va être à travers sans doute beaucoup de migrations climatiques, là, les migrants climatiques, les réfugiés climatiques qui vont arriver. Il y a de fortes chances qu'une fois qu'on va être devant le mur, là, il va falloir... mais peut-être que non plus. J'ose croire que oui, puis j'ose croire que on va être agir. Mais c'est pas facile non plus. Non, c'est ça. J'ose croire qu'on va agir avant que tout le monde soit là à notre porte ou à la porte. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait la moitié de la population de la Terre qui crève de faim ou de soif pour agir. Mais au niveau mondial, je ne sais pas ce que ça va prendre pour agir. Moi, je n'ose pas m'amener là-dedans. Par contre, au niveau du Québec, oui. Moi, je pense que je vois une opportunité en santé publique puis en santé que soit on agit puis on va voir les bénéfices même économiques d'une population en santé en appréhendant les impacts. Fait qu'en agissant en amont, on va voir rapidement. On parlait du ministère de l'Environnement que même pas 1% du budget, bien, la santé en a presque 50%. C'est un gros joueur qui n'utilise pas encore son levier économique auprès d'un gouvernement d'économistes là, pour dire, écoutez, vous voulez sauver, ce n'est pas avec l'accord des médecins et tout ça qu'on va sauver quelques milliards là, par année, là, c'est en investissant dans la prévention et donc l'adaptation au changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre, ça va faire un tout. On va avoir des populations plus en santé, on va moins consommer de services de santé parce qu'il faut penser que pour le gouvernement, c'est une consommation de services de santé. Donc, on va avoir des économies majeures si on monte les chiffres, qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre comme économie au niveau provincial. Qu'est-ce qu'on peut aller trouver comme bénéfice à travers tout ça aussi, exactement. avec une meilleure cohésion également des instances? Moi, j'ai l'impression que c'est comme la meilleure opportunité pour la prévention des maladies en ce moment. En tout cas, ça va peut-être prendre quelques catastrophes de plus pour vraiment le réaliser, mais je pense que c'est à travers ces catastrophes-là que là,
en haut de nous, là, les politiciens vont dire bon, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre à long terme. Puis là, si je dégage un 10 de mon budget provincial, là, c'est énormément d'argent. C'est un impact, donc c'est un levier, vous l'avez dit, Oui. Mme Campagna. Et là, j'ai envie de vous entendre. Là, tout à l'heure, on cherchait la lumière et j'en ai absolument besoin pour terminer ce segment. On a parlé des municipalités qui manquent de ressources. Au national, bon, politiquement, c'est compliqué. On ne s'entend pas nécessairement sur les orientations. Il y a le processus de réélection qui rend la chose bien difficile. À l'échelle internationale, bon, on comprend, c'est encore plus complexe. Est-ce que finalement, la solution se trouve dans la salle ce soir avec chacun des citoyens, chacune des personnes présentes qui, avec un petit geste, va changer les choses? Est-ce que finalement, on se dit on est bien impuissant par rapport à toute cette grande machine qu'est la politique, que cette grande machine commerciale aussi que sont les entreprises? Est-ce que finalement, la personne responsable, c'est tout un chacun? Ben, moi, j'aimerais dire que je pense qu'il faut que la solution soit aussi politique. On ne peut pas juste lancer du côté du citoyen. Est-ce que le politique réagit aux citoyens? Est-ce que la politique fonctionne selon les désirs et les velléités des citoyens? Oui, mais les citoyens peuvent réclamer des choses. Je veux dire, on ne va pas toute la gang ici, là, demain, commencer à aller creuser le tramway puis le faire par nous-mêmes. On a besoin on a besoin de défendre des points de vue. Oui, on peut poser des gestes, puis je ne veux pas les minimiser, puis on peut en parler, mais je pense qu'on ne peut pas d'entrée de jeu exclure de dire que les gouvernements ne feront rien. Je pense qu'ils vont faire des choses. C'est eux qui ont les meilleurs moyens. Ce qu'on a besoin, par exemple, au Canada, c'est une grille pour permettre l'échange d'électricité d'une province à l'autre, pour que toutes les provinces puissent faire de l'électricité de manière plus verte. Par exemple, il y a plein de potentialités en solaire, il y a plein de potentialités en éolien qui n'ont pas été exploitées au Canada. Certaines de ces potentialités-là sont dans les provinces productrices de pétrole, pourraient produire davantage d'électricité avec des moyens de ce genre-là, mais il n'y a pas beaucoup de grilles. La distribution d'électricité entre les provinces n'est pas mise en place. Puis là, il faudrait avoir des subventions, une organisation plus fédérale pour dire, OK, on va mettre en place ces systèmes-là pour permettre l'électricité à circuler, puis s'assurer aussi que partout, on produise de l'électricité sans recourir à l'énergie fossile. Donc ça, c'est un exemple que les gouvernements, puis des choses qu'on peut réclamer, qui peuvent être mises en place. Dans le moyen terme, sur une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut aller dans ces directions-là. C'est la seule solution, de permettre à cette électricité-là, cette énergie-là verte de circuler. C'est un exemple. Est-ce que ça veut dire que nos modes de vie, nos choix de consommation, même si on les change radicalement, auront un effet marginal? Madame Barrette, est-ce qu'on doit aller jusque-là ce soir? Ou? Non, ils auront. Moi, ma vision, c'est qu'ils n'auront absolument pas un effet marginal, au contraire. Moi, je donne le cours changement climatique depuis 2001 à l'université et j'avoue que j'ai beaucoup maturé tout au long de ces années-là. Au départ, j'étais celle qui était pleine d'espoir envers les grandes ententes internationales parce que je prenais toujours comme exemple le fameux protocole de Montréal qui a fait en sorte qu'on a éliminé rapidement les CFC de l'atmosphère qui détruisaient la couche d'ozone. Et ça, on l'oublie, ça a été une avancée extrêmement importante. Bien, malheureusement, on a remplacé les CFC par un gaz à effet de serre hyper puissant, là, donc on a comme déplacé le problème. Mais mettons qu'on oublie ce bout-là. J'ai vraiment cherché de la lumière là-dedans, mais je l'ai pas trouvé. Oui, c'est ça. Non, malheureusement, on j'ai encore échoué. Mais c'est juste que concrètement, écoutez, on a signé un accord en 1987. Dès les années 90, les émissions étaient vraiment réduites à l'échelle nationale et aujourd'hui, en 2019, et même ça fait déjà quelques années, ça fait déjà 6 ans, on enregistre une diminution des concentrations atmosphériques. Donc, ça veut dire que quand on agit, on peut voir des résultats à l'échelle humaine. Et donc, je portais le même discours à mes étudiants, le protocole de Kyoto, on va y arriver, ensuite l'accord de Paris, ensuite toutes les COP qu'il y a eu à travers les époques. Et j'y croyais, mais maintenant, je n'y crois plus du tout. Et je me tourne, je crois à mes étudiants dans ma classe, ils sont plus de 200 par année à venir.
s'intéresser à cette question-là et c'est eux qui m'informent, c'est eux mes sages, c'est eux qui me disent, écoutez, on fait des petits ateliers de discussion qui m'apprennent comment on peut devenir zéro déchet, que du shampoing, ça peut s'acheter en barre, Oui, ça du n'existe savon, pas juste ben à oui. bouteille, toutes sortes de choses comme ça. Donc moi, c'est en eux et en moi que je crois, c'est-à-dire que eux vont me contaminer et ensuite, moi, je puisse faire les pas que je me sens capable de faire. Mais peut-être, évidemment, je ne suis pas une spécialiste de l'économie, donc M. Boiral, je pense que son avis est très important, mais j'ai l'impression que si moi, je contamine d'autres personnes à mon tour, à un moment donné, il me semble que l'effet de masse va faire en sorte qu'il y a des entreprises qui vont comprendre, on n'en veut pas de ce produit-là, on veut telle chose. Est-ce que en fait, je me tourne vers lui, est-ce que j'ai tort de croire ça ou ne tuez pas mon espoir. Monsieur Boiral, sauvez la soirée, je vous en prie. Là. Je ne tuerai pas votre espoir. Non, c'est tout à fait le cas. Les entreprises recherchent la légitimité sociale. Encore faut-il qu'on puisse mesurer les actions dans ce domaine-là, les performances, en d'autres termes. Un proverbe chinois qui dit « c'est quand la marée est basse qu'on peut voir ceux qui nagent sans maillot ». Mais si, oui, actuellement, il est très difficile de faire la différence entre une entreprise vraiment proactive et une qui ne l'est pas. Pour revenir aux politiques, un des problèmes, je crois, c'est que les politiciens ils sont engagés pour X années, 4 ans au Canada. Bon. On parle là d'enjeux à très long terme. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui se lèvent le matin en disant « je m'engage à être carboneutre en 2050 », comme le font les politiques, ou en 2025 ? Ça ne fonctionne pas. Ils prennent des engagements qui sont bien au-delà de leur mandat. Il n'y a pas assez d'engagement à court terme. Moi, je pense qu'il y a un levier d'action très important au niveau individuel. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, une bonne partie des sources d'émissions au Québec, et même, j'allais dire dans le monde, c'est un agrégat de micropollution. Je ne minimise pas les grands pollueurs, pas du tout. Mais regardez le transport au Québec, c'est plus de 40%. C'est quand même des automobiles, essentiellement. Regardez l'alimentation, on en parle peu parce que les gens n'aiment pas en entendre parler. Mais dans le monde, mes collègues me reprendront, mais c'est, je pense, plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'alimentation, en particulier la consommation de viande. Et lorsque je dis ça à mes étudiants, les gens baissent la tête, personne ne va l'entendre parler, parce que ça remet en cause nos habitudes. Donc les gens peuvent agir dans le transport, ils peuvent agir dans leur consommation. Il ne s'agit pas de devenir tous végétariens. Le GIEC a produit un rapport cet été en proposant une assiette, je pense qu'il parlait de flexitarienne, mettre un peu moins de viande, mettre un peu plus de fruits et légumes. Comme par hasard, c'est aussi bon pour la santé, de façon globale. Donc je me tourne à ma collègue, j'espère qu'elle ne me contredira pas, sinon je suis mal pris à mon tour. Non, vous avez raison. Donc, de plus, les citoyens peuvent, s'ils le souhaitent, être carboneutres, on parlait des entreprises. L'Université Laval, par exemple, offre un service de carboneutralisation. Les chercheurs peuvent être carboneutres. J'en discutais tout à l'heure avec un collègue en foresterie, Luc Boutillier. Je pense qu'il est quelque part ici dans la salle. Et je lui dis, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça fonctionne? Il semblait dire qu'au niveau de l'université, il était relativement confiant, même si tous ces systèmes de certification, etc., il y a de grosses lacunes, il faut le dire. Mais on peut choisir d'être carboneutre. Donc, bien sûr, il faut réduire. Mais je vous écoute finalement, et ça revient un peu à mon constat, c'est une responsabilité citoyenne. Si on achète moins de Ford F-150, pour ne pas le nommer, si on change les modes de transport, si on achète moins de viande, finalement, pourquoi en demander autant au gouvernement quand finalement le geste, il est là? C'est un bon point, mais le gouvernement, est-ce qu'il nous incite à faire ça? Dans quelle mesure il y a des incitatifs fiscaux suffisants? Nous sommes ici dans une université, et là je rejoins ma collègue, je pense que l'université a un rôle très important à jouer au niveau de l'éducation. Il est bien certain que dans ces débats-là, il y a énormément d'idées reçues. Les idées reçues sont très difficiles à changer. Idées reçues que si on s'engage davantage par rapport à la lutte au changement climatique, ça va coûter cher. L'idée reçue que les taxes sur le carbone, ça va réduire le pouvoir d'achat, alors qu'il faudrait plutôt parler de redevance dans la mesure où ce système de taxation, en tout cas au Canada, est redistribué essentiellement aux citoyens. Donc il y a énormément d'idées reçues qui sont à changer. Mais si les gens ne sont pas informés, n'est-ce pas, ils vont dire que c'est la faute toujours des Chinois ou des Indiens ou ailleurs. Ils ne vont pas être poussés à remettre en cause leurs habitudes. Et l'université aussi, évidemment, a un rôle à jouer au niveau de la recherche, évidemment. Et je trouve que c'est bien de donner la parole aux scientifiques. Je lisais récemment que les climato-sceptiques reçoivent beaucoup plus d'attention dans les médias, toute proportion gardée, que les personnes qui sont plus, je dirais, dans ce qui ressemble au consensus scientifique. Parce qu'en science, c'est rare qu'il y ait vraiment un consensus aussi fort qu'il y en a actuellement concernant les changements climatiques. Il y a toujours quelques scientifiques qui vont s'opposer, mais c'est rare qu'il y ait autant de consensus. Donc je pense que Mais est-ce que le doute persistant fait aussi partie un peu de cette culture scientifique? Bien sûr, oui.
Bien sûr, puis on a toujours plus de chances qu'on parle de nous si on va à l'encontre de la tendance dominante. Mais je pense que la thématique dont on parle, il y a suffisamment de preuves accumulées pour dire vraiment, faire certitude qu'on s'en va droit dans un mur. Et que si les politiciens et les citoyens n'écoutent pas le message, malheureusement, on s'en va vers une crise majeure. Et peut-être que le changement signifie crise, finalement. Madame Campagna, est-ce que ça veut dire finalement que pour changer les choses, avant de frapper ce mur, de toucher cette crise, il faudra remettre vraiment en question tous nos modes de vie et être prêt justement d'en faire des sacrifices comme ceux-là? C'est sûr qu'il faut être prêt à faire les sacrifices, mais c'est beaucoup demander aux citoyens de tenir tous les sacrifices. Parce que les sacrifices, moi je pense que s'ils sont imposés, ils vont être plus faciles parce qu'au niveau d'être juste, ça va être partout pareil. Tandis que sinon, on demande des sacrifices, puis en santé, on en met déjà beaucoup sur les épaules des citoyens. Mangez bien, faites du vélo, blabla. Fait que, tout le monde se sent déjà... Ouais. Puis on le sait, les changements de comportement, on les étudie, on le sait que c'est long, c'est difficile, il faut des impulsions, et l'impulsion n'est pas toujours facile. Et une des motivations, c'est est-ce que tout le monde autour de moi le font? Est-ce que les gens autour de moi acceptent l'idée que moi je le fais? C'est ça. Fait que si, par exemple, mon mari trouve que je vais être plus en santé si je mange des bons légumes, ben tu sais, j'ai plus. S'il me dit, moi, les légumes, pas capable, ben j'ai moins de chances d'en manger moi aussi. C'est la même chose avec le changement par rapport aux gaz à effet de serre ou l'adaptation. Si c'est pour faire des bons citoyens ou des mauvais citoyens, c'est pas la bonne façon de faire. Moi, je pense qu'il faut, oui, il faut que chacun le fasse, mais encore là, on arrive à le bon et le méchant. Tu sais, on parlait de camions. C'est pas si manichéen, non, on parlait des ça. VUS, tout ça. Bien là, on vient de cristalliser que ceux qui achètent des VUS, c'est des méchantes personnes, puis ceux qui roulent en vélo, c'est des bonnes personnes. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Mais dans une époque où tout est polarisé, on n'a qu'à ouvrir nos réseaux sociaux sur nos téléphones, on en a la preuve. Comment on va réussir à avoir cette espèce d'effet de globalité? Comment fédérer une population alors qu'on le dit, on peut s'obstiner sur tout et sur rien aujourd'hui? Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut des gouvernements, je pense, très forts, puis qui sont prêts à accepter que les gens, dans les premières années, vont être mécontents. Tu sais, c'est ça. Il faut être prêt à perdre des élections, à la limite, là, pour amener un changement. Parce qu'on en est là, puis c'est sûr qu'on va revenir en disant « Ah, ben là, ça ne se passera pas. » Mais si, moi, comme gouvernement, je dis « Ah, vous êtes gentil, vous achetez une auto électrique, puis lui, vous n'êtes pas bon parce que vous achetez un VUS. » Mais ça ne réglera pas. Si je dis on n'a plus le droit d'acheter des VUS, sauf si, mettons, je détiens un permis parce que, mettons, j'ai un pick-up. J'en ai besoin. J'en ai besoin, j'ai une ferme, il me faut un gros pick-up. C'est normal, c'est correct, ça se peut, tu sais. Mais est-ce qu'il faut réduire, faire des cibles pour que... puis il faut être juste envers tout le monde. Moi, je pense qu'au niveau du citoyen, si on sent que mon voisin il est imposé la même chose que moi, ce sacrifice-là, j'ai plus de chances de l'accepter que si on me l'impose juste à titre individuel puis on met cette pression-là sur moi. Mais ça va prendre toute une volonté politique d'imposer des choses comme celle-là. C'est pas très payant, par exemple, dans une campagne électorale. C'est pas très sexy, finalement. Pas du tout. Oui, j'ai pas de réponse à ça. C'est là-dessus que se termine déjà. Merci beaucoup de votre attention, de votre intérêt.